On doit s'appuyer sur des actions concrètes. Lors du sommet de Washington, les Alliés ont décidé d'intégrer les plans civils nationaux dans les plans de défense collectifs. Il s'agit d'une décision hautement nécessaire, mais elle ne s'arrête pas à la planification. Pour vraiment nous renforcer, nous devons nous entraîner au titre de l'article 5 et former les civils et militaires. Nous devons littéralement exercer notre solidarité. Si nous nous entraînons, non seulement nous nous préparons, mais nous montrons aussi à notre population qu'elle ne doit pas se sentir dépassée par ce climat d'insécurité. Si on résume la semaine, les Allemands qui disent on se prépare à rétablir une forme en tout cas de service militaire, oui. Et là l'OTAN qui dit les civils aussi doivent se préparer, c'est pas très rassurant. Je lis, c'est tout à fait banal ce qu'il dit, c'est un peu si tu veux la paix, prépare la guerre, il faut se préparer, il y a rien là-dedans, c'est quand même, ça me paraît assez vite cette affaire-là. Bien entendu, l'OTAN n'attend pas pour se préparer, il y a des plans de défense qui existent, qui sont établis. Si demain ça pète, on sait très exactement comment on déploie les troupes, comment on fait, et dès les premières minutes, dès les premières heures, ce qu'on fait, mais si bien entendu, oui. Tout ça, c'est déjà... L'ambassadeur Haro donne toujours cet exemple, si demain l'Estonie était envahie par Poutine, il n'est pas sûr que Trump engage militairement les États-Unis. Oui, non, il le ferait pas. Alors cela dit, mais c'est énorme. Ce que vous dites là est énorme. C'est-à-dire que c'est une trahison de tout l'esprit. On nous a servi, ça fait 2 ans et demi qu'on nous dit les mousquetaires, tous un pour tous, tous nous, on a pour un. Non, parce que là, il faut des avions. Le général Richaud, lui interviendra. Mais on a des troupes qui sont... On a des troupes en Estonie. On a actuellement un bataillon dans les 3 pays baltes, après en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, qui se transforme en brigade et même en division en cas de guerre. Et je rappelle que dans les pays baltes, maintenant, il y a un système de troupes permanent. Il va y avoir une brigade allemande en 2026 qui va être installée, je crois, me semble-t-il, en Lituanie. On a des avions en permanence qui patrouillent sur le Air Baltic Policy. Oui. Et donc, si ils envahissent les pays baltes demain matin, ça veut dire qu'ils passent sur des troupes de l'OTAN. Ça veut dire que nous, on est engagés dans la guerre automatiquement. Mais général Richaud, vous savez très bien comment procèdent parfois les Russes. Il n'y a pas besoin que les chars arrivent tout de suite. C'est fomenter un coup d'État, organiser des manifestations. Ils ont essayé notamment en Moldavie. Et puis ensuite, les soldats français vont faire quoi ? Ils n'ont pas réussi, même en Moldavie. C'est vrai. Ça sera un petit peu plus difficile en Estonie. Justement, Trump est à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que le degré de réaction peut être différent. Non, mais justement, c'est-à-dire qu'il y a des ballons d'essai, les soldats nord-coréens en sont un. Demain, quels seront les suivants ? Et Poutine, de manière diaboliquement intelligente, va essayer d'instaurer des jurisprudences sur la base desquelles il construira, avec pour objectif de diviser, de s'ingérer, d'affaiblir, afin de continuer à accroître son Lebensraum et ce qu'il considère être son empire. Et effectivement, il va falloir être très très ferme, et on ne l'est pas du tout. Donc quand vous dites est-ce qu'il y a un affolement, j'ai envie de vous dire, je l'espère. Je le souhaite, parce que si l'affolement n'est pas là, si on continue d'être dans une espèce de sédation auto-induite, on va finir par le payer très très cher, et on va très rapidement se retrouver au pied du mur, si ce n'est pas déjà le cas. Est-ce qu'il y a déjà en Europe une sorte de claque, comme on dit au théâtre, de Trump, de tous ceux qui disent bravo, bravo Trump, tu as raison, allons-y, va dans ce sens-là. Écoutez Orban qui dit les États-Unis vont quitter cette guerre d'Ukraine, et évidemment lui s'en félicite. Tout le monde sait que si Donald Trump avait gagné en 2020 aux États-Unis, ces 2 années effroyables n'auraient pas eu lieu. Il n'y aurait pas eu de guerre. Il y aurait eu un leader si fort pour l'Amérique qui aurait conclu les accords nécessaires en temps voulu. Cela ne s'est pas produit. La situation sur le front est évidente. Il y a eu une défaite militaire. Les Américains vont se retirer de cette guerre. Ils ne vont pas encourager la guerre et dire qu'elle est une bonne chose. Les gens disent beaucoup de choses sur Trump, y compris ceux qui ne l'aiment pas. Mais il y a une chose que personne ne remet en question, c'est qu'il ne lance pas de guerre. Le parti de Trump est là. Il postule au poste d'ambassadeur de Donald Trump en Europe, à Bruxelles. Et le barycentre va se déplacer
quand Trump va appeler l'Europe, il va appeler Orban, il va appeler Fico, il va appeler Geert Wilders, peut-être demain Giorgia Meloni. Il n'appellera plus Emmanuel Macron et Olaf Scholz ne sera plus chancelier. Sur les risques d'éclatement de l'Europe, c'est quand même très puissant. Je rappelle aussi ce moment où c'est sauf erreur le président Xi. Oui. Il s'est rendu dans quel pays d'Europe centrale? En Serbie. C'était en Serbie, voilà. Serbie, Où il considérait que la Serbie était un interlocuteur aussi important, peut-être même plus important que la France à ses yeux. Orban, c'est quand même, il y a une espèce de cordon sanitaire en Europe, il n'a absolument aucune influence sur les autres pays, à part les pays comme la Slovaquie, donc quelques millions d'habitants, peut-être un peu Mélanie, mais globalement, le reste, non. Donc, c'est pas ça, en fait. Moi, je crois que Trump, il ne veut pas de l'Europe, il ne veut pas de l'Europe unie, il ne veut même pas de pilier européen de l'OTAN, parce qu'il veut négocier de manière bilatérale. Et donc, en fait, il découpe l'Europe à la découpe. Voilà. Il tranche. Il va négocier avec les Hongrois, il va négocier avec les Français, il veut négocier avec les Allemands, les Pays-Bas, etc. C'est ça sa méthode. Est-ce que ça fait partie, disons, les Américains ont été des alliés très fidèles, il faut toujours rappeler, puisqu'on rappelle le bleuet, pendant les 2 guerres, il y a eu beaucoup de sacrifices américains, et il faut toujours rappeler dans les barges de la libération, tous ces jeunes Américains. Cimetière de Colville, etc. Bravo. Et en même temps, il y a une rivalité de puissance. Il faut toujours rappeler cette citation de Mitterrand, cité par Georges-Marc Benamou, quand il disait « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique, une guerre permanente, vitale, économique, sans mort apparemment. Ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » Oui, mais c'est certain que les États-Unis nous veulent suffisamment en Europe, je ne parle pas que de la France, nous veulent suffisamment unis pour pouvoir être un relais ou un allié, et suffisamment désunis pour ne pas être un concurrent. Donc à nous, et de ce point de vue-là... Et ça se comprend, cette bonne guerre. Oui, mais les Russes sont pareils en réalité. Oui. Et c'est à nous de réaliser que d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Pologne, nous avons 2 grandes puissances qui ne sont jamais aussi heureuses que quand nous nous querellons. Il y a un empire plus agréable que l'autre quand même. Quitte à être sous un empire, et mieux vaut être sous l'empire américain. Nos valeurs vont plus, en tout cas je parle pour moi, mais nos valeurs en définitive face à l'épreuve militaire vont plus avec les États-Unis tant qu'ils sont une démocratie. Ça restera à voir dans le futur. Mais en Russie, à l'heure actuelle, effectivement, nous n'avons plus d'alliés en matière russe, non. Moi, ce qui me fascine, c'est de vouloir à la fois une défense européenne et dire alors lui oui, lui non, Monsieur Orban non, celui il n'est pas gentil. Monsieur Orban, il faut qu'on l'ait. Monsieur Orban, il préside le Conseil de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre. Donc on a une défense européenne, très bien, on a une armée européenne. Mais il n'a pas de compétences en matière de défense. Je suis d'accord, puisqu'il n'y a pas de défense européenne. Non, mais même c'est simplement un programme de 6 mois. Je vais essayer de terminer ma phrase. Je comprends que ce que je vous dise puisse vous agacer, parce que vous êtes un défenseur, ce que je comprends très bien, dans le principe de la défense européenne. Mais moi, je pense que la défense européenne, elle suppose qu'on soit d'accord sur la façon d'utiliser cette défense. Entre une Mélanie, entre un chancelier allemand qui dit « Oh là là, faut pas trop bouger », entre des Polonais qui sont très va-t-en guerre. Comment on va faire pour se mettre d'accord? Donc ça va être compliqué quand même. Comme le dit ici Guillaume Roquette, est-ce que c'est pas la meilleure preuve que les Américains ont raison quand ils disent économiquement l'Europe est très respectable, mais militairement il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Parce qu'effectivement, si on est en temps de guerre et puis qu'on dit « Ah, lui oui, mais lui non », ça va mal commencer. Bien sûr, moi j'ai toujours dit, je veux dire, l'Europe, 57, c'est un projet économique. On a rajouté à partir de Maastricht un volet de défense. Ce volet de défense, c'est un truc croupion. Il y a absolument... Bon, comme on dit, si demain on déclare la guerre, si demain par exemple on dit l'Union européenne, il faut le nucléaire, moi je dis, qui donne l'ordre, qui appuie sur le bouton? Il n'y a personne, voilà. Et donc c'est la raison. Ça c'est notre faiblesse. Pourquoi? Parce que en Europe, il n'y a pas un pays qui a la même conception du projet européen que l'autre aujourd'hui. Et puis donc ça, les Américains en profitent et donc travaillent à la découpe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cette inquiétude. Et ils en profitent pour nous diviser.